Bienvenue à ce webinaire, Loi de finances 2024, comment se préparer aux nouveautés impulsées par la loi Finances 2024 dans le secteur de l'immobilier. Nous sommes tous les trois présents aujourd'hui, donc Anaïs Richer, moi-même, consultante en dématérialisation et archivage électronique. Je passe la parole à mes camarades de ce matin. Bonjour, donc Bruno Belzon, directeur commercial GED, bienvenue. Et bonjour, Lionel Guyot, responsable commercial et partenariat de la société Neovacom qui édite la plateforme comptable Frids. Merci. Et donc tous les trois, nous allons aujourd'hui vous présenter donc au cours de ces webinaires, qui va s'axer en 3 temps principaux, méthodologie et processus que je vais vous présenter. On va refaire un petit point sur cette nouvelle réglementation et comment se l'approprier. Puis un deuxième temps sur l'accompagnement à la transition numérique par Bruno. Et enfin, un dernier point, un écosystème complet par Lionel avec donc la présentation des deux outils pour Bruno et Lionel. Et on finira par un petit temps de questions-réponses. Voilà, on vous laissera nous indiquer vos questions. Alors, tout d'abord, pour vous présenter un petit peu XDMAT, XDMAT a été fondé en 2010. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans la gouvernance de l'information. Nous sommes en croissance constante depuis sa création. Aujourd'hui, on est 40 consultants présents sur l'ensemble du territoire. Notre atout principal réside dans notre capacité à couvrir l'ensemble des domaines fonctionnels liés à la dématérialisation et à la gestion documentaire, ainsi qu'à l'archivage. Notre champ d'action se détaille en 4 grands thèmes: audit conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, formation, accompagnement et bien sûr la veille. Notre cabinet est fort de son indépendance et de son engagement associatif pour la dématérialisation et le numérique. Nous participons notamment à des commissions d'audit et de validation sur les normes avec AFNOR. Quelques références, puisqu'aujourd'hui nous travaillons avec plus de 350 clients dans divers secteurs, parmi lesquels la santé et la recherche, l'administration centrale, les collectivités bien sûr territoriales, les établissements publics et dans le secteur privé également. Nous accompagnons actuellement notamment un client bailleur à la rédaction d'un cahier des charges pour le choix d'un PDP, pour recoller un petit peu à notre sujet de ce matin. Alors, si on se fixe maintenant sur notre sujet, petit rappel de la réglementation, puisque l'article 153 de la loi de 2019, décembre 2019, finances pour 2020, les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins notamment de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est sur une généralisation de l'utilisation de la facture au format numérique. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est déjà en place depuis quelques temps. On est juste en train de le généraliser. Les acteurs qui sont concernés maintenant sont les entreprises qui vont envoyer et recevoir les factures sous format électronique, autrement dit en B2B, l'idée de transmission d'entreprise à entreprise et à l'administration centrale. Le choix de l'État pour cela est de s'appuyer sur un schéma dit en Y afin d'offrir la possibilité aux entreprises d'être libres d'utiliser les outils qu'elles souhaitent tout en suivant les formats de la norme EN 16931 qui est donc la norme en vigueur. Et donc, on va rappeler tous les éléments de cette loi. À ce titre, comment est définie la facture électronique? Eh bien, pour être qualifiée d'électronique au sens fiscal, la facture ou le flux de facture doit être créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique. Le processus doit être électronique dans son intégralité. Donc ça, c'est un des éléments les plus importants. C'est bien de prendre en compte toute la chaîne d'un point de vue électronique. Donc, on va, pour ça va toucher deux éléments, deux champs d'action principaux. Le
evincing et le e-reporting. Donc le e-evincing, c'est la dématérialisation fiscale des factures en garantissant l'identité, l'intégrité et la pérennité des documents, avec également les éléments importants, le redatage, la signature électronique, la transmission sécurisée des données aux utilisateurs et un archivage des documents dématérialisés dans un coffre-fort numérique conforme à la loi à la norme Z42013, avec une durée légale de 10 ans de conservation. Pour le e-reporting, ça permet d'envoyer là aux administrations. Alors, j'ai eu un petit retour en arrière de la slide, je suis désolée. Hop, voilà. Le e-reporting, comme je vous disais, permet d'envoyer aux administrations, en plus de la facture dématérialisée, les ventes B2C, les ventes internationales en B2B et les statuts de paiement pour les ventes relevant de la TVA sur les encaissements. Donc tout ce qui est prestation de service. Pour cela, on a 3 types d'outils qui sont, qui vont être à votre disposition. Le premier, le PPF, le portail public de facturation. C'est un chorus un peu plus musclé que celui actuel, si on reprend les dires de la DGFiP. Et la connexion à cet outil va se faire à partir du Sirène. Et pour toutes les entreprises qui ont déjà des utilisateurs actifs sur le chorus actuel, les comptes pourront être repris sur cette nouvelle plateforme. La gestion de cet outil va se faire pour ceux qui ont déjà chorus de la même façon qu'aujourd'hui, avec un gestionnaire principal et des utilisateurs. Et une solution de sécurisation de rattachement du gestionnaire principal à sa structure va être déployée. Le PPF est aussi porteur de l'annuaire des entreprises qui va être mis à jour quotidiennement et de manière transparente pour les utilisateurs. Pour le lancement en 2024, toutes les informations concernant les entreprises seront mises à jour dans cet annuaire. En ce qui concerne les PDP, donc le deuxième type d'outils, c'est là des prestataires de services qui proposeront des technologies qualifiées et certifiées par la DGFiP. Donc, ils vont être certifiés pour une durée de 3 ans et cette immatriculation va être reconductible ensuite. La certification des PDP est en cours. Le bureau pour cette certification a ouvert le 2 mai. Donc nous sommes en cours. Alors, excusez-moi, on a un souci d'écran. Là, ce n'est pas moi du tout qui ai la main. Merci. Je vous disais donc sur les PDP, donc la certification est donc en cours depuis le 2 mai. Il y a les bureaux qui sont ouverts à Lille pour l'immatriculation de ces PDP. Le terme de plateforme de dématérialisation ou PDP est un terme qui est important puisque donc ces PDP vont agir comme tiers de confiance qui vont garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des documents échangés tant avec d'autres PDP qu'avec le portail public de facturation. Enfin, vous avez les opérateurs de dématérialisation qui là vont être d'autres prestataires qui, eux, ne sont pas immatriculés comme les PDP, mais qui vont permettre des prestations de services permettant d'améliorer le quotidien des entreprises dans la gestion des flux de factures. Donc là, on est sur des outils, donc encore une fois, qui ne sont pas immatriculés, mais qui vont apporter un certain confort vis-à-vis de vos flux de facturation. Je vous ai énoncé tout à l'heure le schéma en Y. Eh bien, le schéma en Y, l'État a fait le choix de ce schéma afin de laisser de la liberté aux entreprises sur leur mode de transmission. On n'a aucune obligation de passer en direct sur le PPF, ce que je vous disais à l'instant, ou de recouvrir obligatoirement à un PDP ou un OD. Mais voilà, vous avez ce schéma qui vous permet de visualiser en fait les différents outils que vous pouvez utiliser en tant que fournisseur et en tant qu'acheteur pour transmettre les informations. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je sais que mes camarades en parleront un petit peu plus et puis de façon beaucoup plus
réelles et concrètes grâce aux outils qu'ils vont présenter. Voilà. Et enfin, si je dois vous parler d'un dernier élément, les formats qui vont être acceptés, puisque les échanges, quelles que soient les plateformes, vont être normés. Les formats d'émission de réception compatibles avec la loi, avec la norme, je veux absolument que ce soit une loi, excusez-moi, avec la norme EN 16931 et supportés par le PPF sont l'UBL, le C2I et le FactureX. Attention, élément très important à ce niveau-là, puisque le PDF simple va être toléré jusqu'en 2027, mais est voué à disparaître. Donc c'est un élément que vous devez prendre en compte dès aujourd'hui, puisque ce PDF simple, eh bien, il va falloir l'abandonner le plus rapidement possible. Donc, vous allez avoir en création de la facture sur le portail, possibilité de créer une facture au format mixte FactureX. Donc, à partir des données de facturation saisies dans le portail, à partir des données de facturation transmises en API ou à partir des données de facturation sérisées d'un PDF simple. En transmission, les fournisseurs transmettront leurs factures dans l'un des trois formats du SOC, soit donc avec le dépôt sur le portail, soit en transfert des factures par EDI, soit en transfert des factures en utilisant l'API mis à disposition. Et enfin, en réception, sur le portail, les destinataires vont recevoir la facture sous le format mis à disposition par les fournisseurs. Ça, c'est un élément très important, puisque le choix va être celui du fournisseur. En API, les fournisseurs vont déposer également leur facture et donc les destinataires auront la possibilité de recevoir sous le format choisi par leur fournisseur et en EDI, les destinataires auront la possibilité d'indiquer le format parmi ceux du socle au moment du raccordement. Voilà. Donc là, vous aurez ces moyens de déposer vos factures et de les réceptionner également. Si on s'attarde un petit peu sur le calendrier dont je vous ai parlé très très rapidement tout à l'heure, eh bien la loi a été promulguée en 2020. Depuis, eh bien, on est en préparation de l'ouverture au PDP, du PPF, etc. Donc, comme je vous disais, l'ouverture à Lille du service en charge de l'immatriculation des PDP s'est fait le 2 mai dernier. En décembre 2023, il est prévu un déploiement de la plateforme de test qui va être accessible à tous. Sachez également qu'il y a actuellement un travail qui est mis en place par la DGFiP pour avoir des pilotes, pour que des entreprises se présentent en tant que pilotes pour tester les nouveaux fonctionnements. Le 1er juillet 2024, obligation d'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises. Attention, cette date est également l'obligation pour tous de recevoir toutes les factures sous forme électronique. Donc, toute entreprise, quelle que soit sa grandeur, devra, au 1er juillet 2024, devra être en mesure de recevoir les factures. 2025, 1er janvier 2025, obligation pour les ETI et en 2026, obligation pour les PME et les TPE. Pour passer à cette nouvelle loi et profiter de celle-ci pour mettre à plat en fait vos processus de dématérialisation de votre facturation, eh bien XDMAT, on vous propose de vous accompagner, de vous aider à répondre à toutes les questions qui seraient les vôtres dans le cadre de cette nouvelle loi. Par exemple, eh bien nous pouvons agir, on va dire, de bout en bout de votre besoin, mais également sur quelques éléments. Nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de vos processus de facturation et dans les outils que vous utilisez actuellement.
diagnostiquer votre existant et proposer des évolutions pour une mise en conformité. On peut vous accompagner également dans la mise en place de vos nouveaux processus et accompagner à l'acquisition d'éventuels nouveaux outils pour cela, et vous accompagner au déploiement de ces outils, vous accompagner à la formation, etc. pour ces outils. Voilà ce que nous pouvons être vraiment présents, encore une fois, sur l'ensemble de la chaîne ou sur quelques éléments qui vous poseraient des questions. Je vais passer la parole à Bruno. Merci Anaïs. J'essaye de passer au slide suivant. Ça y est, c'est passé, mais du coup, je suis allé trop loin. T'es beaucoup trop rapide, Bruno. Ouais, c'est ça. Non, c'est très sensible. Oui. Donc, merci Anaïs. Donc oui, une petite présentation du groupe Xeliance. Donc Xeliance s'appuie sur 3 piliers, la partie édition de logiciels avec la société qui a été rachetée en 2017, qui s'appelle Marche, qui produit des logiciels de courrier, de coffre-fort numérique ou de parapheur. Donc on est très utilisé dans les administrations. C'est pas le sujet du jour, mais sachez qu'on est en open source sur les produits de Marche. Ensuite, la société qui est en fait la genèse de la société Xeliance, qui est Xeliance Archivage, qui va depuis maintenant une quarantaine d'années archiver les documents au format physique, mais aussi au format électronique. Donc, on a un SAE qui nous appartient et qui nous permet d'archiver les documents, et on verra par la suite que ça a une importance de pouvoir faire de l'archivage à valeur probante. Et enfin, Xeliance Digital que je représente, qui a 2 branches, une branche outsourcing pour la dématérialisation des processus, et puis une branche d'intégration de la solution GED pour lequel on intègre un produit qui s'appelle DocuWare, que on intègre depuis 35 ans. Donc on a une vraie expertise dans la dématérialisation des processus, et on va pouvoir vous aider en tant qu'opérateur de dématérialisation à passer à la loi de finances 2024. De nouveau, j'ai des difficultés à changer de slide. Voilà. Donc, quelques chiffres clés sur Xeliance. Donc, on a fait 81 millions d'euros en 2022 de chiffre d'affaires. On est 800 collaborateurs. On est présent sur toute la France sur différents sites. On a 8 centres de BPO, 3 data centers en nom propre qui nous appartiennent et qui nous permettent de faire de l'archivage. Et puis, on a 3 sites de recherche et développement pour 11 000 clients à peu près, dont la quasi-totalité du CAC 40. Au niveau de Xeliance Digital, on a 250 clients qui utilisent nos services et pour finalement dématérialiser les documents et apporter des solutions de gestion de processus qui peuvent être depuis maintenant, depuis 35 ans, qui peuvent être la dématérialisation des factures, mais aussi d'autres processus comme le RH, la qualité ou des jets transverses. On est premier intégrateur français, 3e intégrateur européen, ce qui nous donne une véritable expertise dans le domaine de l'intégration. On intègre DocuWare. Donc DocuWare, c'est une société qui a 35 années d'existence, 5 bureaux dans le monde, 600 employés, 17 000 clients au total, un produit qui est disponible en 22 langues différentes et dans 100 pays. C'est pas un produit qui est spécialisé sur un secteur d'activité, donc on est multiple en termes de couverture. Vous voyez, on va être capable d'assurer la dématérialisation dans les différents secteurs que vous voyez présents ici sur la présentation, donc dans le public, dans l'industrie, dans les banques, l'assurance, dans l'immobilier, et c'est le sujet du jour. Et puis, on va aussi pouvoir dématérialiser des solutions sur des métiers spécifiques comme la compta, la finance, les ressources humaines. Donc là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie facturation. C'est vraiment pas toujours très réactif. Alors en fait, qu'est-ce que l'on fait quand on fait de la dématérialisation de processus? Eh bien, on va dématérialiser les process clés des entreprises en apportant un circuit de validation qui permettra d'automatiser certaines tâches. On va aussi être capable d'intégrer les factures dans les outils comptables si c'est souhaité. Donc, bien évidemment, après un processus de contrôle de la facture, on va être capable d'aller le déposer directement dans l'ERP au niveau des données. On pourra mettre à disposition un reporting pour que les différents décideurs des entreprises puissent avoir une vue globale sur la facturation
de leurs propres fournisseurs ou même leur propre facturation. Et tout ça en conformité avec le règlement qui sont bien évidemment en train de changer puisqu'on est en train de passer à la facturation de 2024. En termes de conformité réglementaire, eh bien, il faut être capable de pouvoir faire de la piste d'audit fiable. J'y reviendrai par la suite. Et le tout en s'assurant d'être conforme au processus de facturation 2024, en assurant une traçabilité de tous les éléments de facturation. En termes de gestion financière, eh bien, ça va permettre de faciliter le processus de facturation, d'avoir à disposition des reportings qui permettront aux gens concernés de pouvoir accéder directement à un tableau de bord. Et puis, on va pouvoir intégrer ça dans les outils comptables tout en gérant les écarts éventuels entre la facture et les bons de commande, bons de livraison, par exemple. Enfin, on va devoir faire de l'archivage à valeur probante, j'y reviendrai, et puis on va mettre à disposition des circuits de validation qui permettront d'avoir des alertes et des rappels lorsque on a des difficultés avec certaines factures. En fait, par rapport à la loi de finances 2024, comment on se positionne? On se positionne en tant qu'opérateur de dématérialisation. Donc, on l'a vu, on n'a aucune obligation réglementaire. En revanche, nos processus vont permettre de faciliter l'accès à ces obligations. On prend l'exemple d'un fournisseur qui vous envoie actuellement une facture au format PDF, très certainement sur une adresse mail. Ça ne sera plus possible. Il faudra passer par un PDP ou directement sur la PPF. Et lorsque vous passez sur la PDP, eh bien, le document que vous émettez, qui actuellement est au format PDF, nous, on sera capable de le prendre, on l'est déjà capable, de le prendre et de le convertir en format FactureX. Alors, le format FactureX, c'est quoi? C'est un PDF qui est accompagné d'un fichier euh, dont les données sont issues du PDF. Donc, en gros, c'est ce que l'on fait actuellement. On récupère un PDF, on va ossériser ce PDF et on va extraire ces informations pour mettre à disposition d'outils tierces. Là, plutôt que de les mettre à disposition d'outils tierces, on va en faire un fichier compagnon qu'on va associer au PDF. Et ce PDF et ce fichier vont transiter via les PDP jusqu'à la PPF. Ça, c'est ce qu'on appelle une facture X. Alors, pourquoi je prends plus l'exemple de la facture X que du C2I ou du BL? C'est parce que ça sera très certainement le format pivot, le format le plus utilisé par tout le monde, puisque c'est le format qui permettra à la fois une visibilité de la facture, donc de pouvoir comprendre la facture, et à la fois d'avoir un fichier qui sera utilisé par les outils informatiques. Donc, on va pouvoir convertir le fichier de l'émetteur en facture X s'il ne l'est pas déjà, mettre à disposition des outils mobiles parce que actuellement, il est indispensable de pouvoir travailler sur des documents même en état de mobilité, mettre ce document dans un circuit de validation préétabli pour savoir quel est le processus qui doit être enclenché par l'arrivée de cette facture, apposer un cachet électronique. On l'a vu, la signature électronique devient indispensable sur le PDF pour qu'il soit considéré comme une facture électronique. Donc là, on parle plus de cachet électronique, hein, donc qui est édité à partir d'un certificat de personne morale. Donc, on a la capacité, nous, d'apposer des cachets électroniques qualifiés pour valider la facture, de mettre à disposition tous les éléments qui ont été retirés de ces factures dans un reporting financier, et enfin de faire de la conservation à valeur probante. Et c'est important parce que, in fine, la PPF ne conservera que, ou la DGFiP ne conservera que la facture qui a été émise. Or, la facture, elle est en lien avec un bon de commande, un bon de livraison ou avec d'autres éléments comptables. Et à tout moment, vous devez pouvoir présenter les différents documents qui sont issus de cette facturation, que ce soit une facturation que vous avez reçue ou une facturation que vous avez émise. Donc, il y a une importance à faire de la conservation à valeur probante de tous les documents de facturation. Une fois qu'on a réalisé tous ces éléments et que la facture est considérée comme valable venant du fournisseur, eh bien, on peut la transmettre au PDP qui fera son travail de processus que vous expliquera ensuite tout à l'heure Lionel et qui fera le transfert vers la PPF. Ensuite, les documents qu'on va recevoir de la PDP, eh bien, de nouveau, on va pouvoir récupérer cette information. Là, on a une facilité par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est que le document qu'on va recevoir sera déjà au format facture X, et donc on n'aura pas besoin d'ossériser le PDF, on aura déjà les éléments dans un fichier. Et ces éléments vont nous permettre de faire de la gestion des écarts entre les factures et les différents autres documents du processus de facturation, hein, donc bon de commande, bon de livraison notamment, ou devis. Envoyer des appels, des alertes, pardon, et des rappels dans le cas où cette gestion des écarts serait important.
déposer le document dans le circuit de validation pour qu'il soit validé par les différents responsables de facture entrantes, mettre à disposition un reporting efficace pour que les gens puissent avoir une visibilité globale de la facturation, et enfin faire de la piste d'audit fiable qui est toujours un point important puisqu'à tout moment, les impôts ou un contrôleur fiscal peut vous demander justifier les raisons pour lesquelles vous avez vous avez reçu une facture et pourquoi vous l'avez payée. Et in fine, on est capable d'intégrer automatiquement dans les ERP comptables les différents éléments de facturation si vous le souhaitez et si le circuit de validation s'y prête. Ça, c'est une décision d'entreprise. C'est vous qui nous direz si vous souhaitez que l'on fasse de l'écriture comptable dans le processus de facturation. Donc nous, on est opérateur de dématérialisation, on est autour du PDP et on va faciliter la transition entre le fournisseur et l'acheteur tout en déposant les documents ou en retirant les documents de la PDP. Lionel, si tu veux prendre la main. Ok. J'attends un petit peu que je récupère pour l'instant. Ah voilà, ça marche. On m'avait dit que c'était sensible, donc je suis en train de voir si j'arrive à avancer sur cette présentation. Pour l'instant, j'ai pas tout à fait la main. Voilà. C'est parfait, j'y suis. Donc ouais, merci Bruno de ton éclairage. Je vais présenter Fried et puis on verra d'ailleurs les complémentarités qu'il y a avec ce genre de solution. Je vais vous parler donc de la plateforme Frieds qui est éditée par la société Novacom. Alors, hop, ouais, c'est un peu lent, effectivement. Alors, bon, Novacom a été créé en 2010, c'est une société qui est basée à Marseille de 25 personnes. Il y a deux spécificités qui sont intéressantes sur la société, je pense pour les gens qui nous écoutent. La première, c'est qu'on est spécialisé dans l'immobilier. Donc nos 300 clients en fait sont des acteurs de l'immobilier, que ce soit côté client, fournisseur, d'où le fait qu'il n'y ait plus aujourd'hui de 10 000 entreprises sur la plateforme Frieds qui sont donc directement connectées sur cette plateforme et qui font des échanges comptables. Et la deuxième spécificité, c'est que notre marché historique, en fait, il était hybride entre des opérateurs privés et des opérateurs publics. Ce qui fait que, bon, la démat, on a commencé en 2014 avec des opérateurs comme EDF parce que l'électricité, pour les acteurs de l'immobilier, ils ont besoin de faire un peu de compta analytique, on va dire, autour des factures d'électricité qu'ils reçoivent, qu'on soit property manager, bailleur social, agence IMO, syndic, voilà. Donc une partie était dans le public et une partie était dans le privé. Donc on a commencé en 2014 avec EDF. En 2017 est arrivé Chorus, une plateforme gouvernementale qui était réservée seulement à la sphère publique. La moitié de nos clients étant dans la sphère publique, on a dû travailler avec eux. C'est comme ça qu'on a démarré nos échanges avec l'Agence pour l'informatique financière de l'État, la IFE, qu'on a adhéré au syndicat qui regroupe tout ce qui compte en France d'acteurs de la dématérialisation, le Forum national de la facture électronique et son pendant européen à l'ESPA. Et donc c'est ce qui nous a en gros mis le pied à l'étrier sur aujourd'hui la notion de PPF et de 2024, puisque bon aujourd'hui on a plein d'acteurs, tant côté acteurs de l'immobilier que les fournisseurs de l'acteur de l'immobilier qui sont branchés sur cette plateforme. Et ce qu'on a l'habitude de dire par rapport à ça, puisqu'on a vraiment démarré la plateforme Frieds en 2019, c'est que on a fait un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous, on a fait Frieds, on a fait du PDP en 2019 sans le savoir, puisque notre premier client c'était Erilia, un gros bailleur de 60 000 logements à Marseille, qu'on a branché en 2019 en novembre, avant même que le texte dont Anaïs a parlé soit publié. Et en fait, pourquoi je dis qu'on a fait du PDP sans le savoir, c'est que Frieds c'est une plateforme many to many, c'est-à-dire c'est la même plateforme pour tous les fournisseurs et pour tous les clients.
Et cette plateforme, elle nous permettait donc de collecter les factures pour les acteurs de la sphère privée, comme ce qui se faisait à l'époque pour la moitié de nos autres clients sur le public. Donc on a été dès le début en interaction également pour nos clients publics avec Chorus. On recevait les factures, on déposait les factures. Donc Fritz nous permet d'émettre et de déposer les factures. Fritz nous permet d'être directement branché sur Chorus, qui va demain évoluer vers le portail public de facturation. On a depuis le début, on a l'habitude de manipuler notamment les 3 formats du socle. Donc nous, ça ne nous gêne pas de recevoir du C2I, du FactureX, de l'UBL, et puis de l'autre côté de rendre ce que le client a besoin de l'autre côté. Et puis pour se mettre en ordre de marche par rapport à notre habilitation de PDP je rappelle que les homologations, elles, seront toutes diffusées au premier semestre 2024 pour compléter ce que dit Anaïs. Donc on complète notre démarche en finalisant notre ISO de 27001 et en ayant une solution qui soit compatible Sectum Cloud, c'est-à-dire que nos solutions d'hébergement doivent être possédées par un fonds souverain. C'est la réglementation qui demande à ce qu'une société française possède la moitié au moins de la solution d'hébergement, hein, parce que c'est des données qui sont quand même importantes. Donc voilà, donc à la base, on est PDP, on fait le job de PDP, et je dirais, on le fait pour n'importe qui. Donc vous pourriez être le Crédit Agricole, Renault, ou on fait le job de PDP. Par contre, ce qu'on a fait comme choix, c'est que nous, à la base, on voulait pas faire PDP, on voulait apporter de la valeur à nos clients, et cette valeur, on l'apporte dans un vertical donné, parce qu'on peut pas tout faire et être pertinent partout. Et donc, on a choisi d'apporter de la valeur aux acteurs de l'immobilier. Et donc, on a une plateforme qui est très communautaire et collaborative. Il y a quasiment nos clients, nos fournisseurs sont tous rattachés à l'immobilier dans le même écosystème. Et parce qu'on a cherché à faire pas seulement le rôle de PDP, mais des choses que vous ne trouverez pas dans un PDP lambda, et que vous ne trouverez pas sur évidemment le portail public de facturation. Donc on a un club utilisateur qui est très puissant, qui nous permet de remonter des informations et des besoins, comme par exemple dans l'immobilier, souvent vous construisez ou vous rénovez des bâtiments, vous avez besoin d'affecter des marchés à des titulaires qui vont devoir déposer des situations qui ne sont pas des factures, mais qui sont néanmoins des documents comptables qui doivent circuler, être validés par un architecte, donc un tiers externe à votre entreprise, qui doit déposer son visa, qui doit communiquer avec le titulaire s'il n'est pas d'accord, avant d'arriver au chargé d'opération ou à quelqu'un chez le maître d'ouvrage qui va dire oui, je suis d'accord, on continue le chemin de cette situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en complément de workflow. Je vous ai parlé aussi de choses comme les données de fluide, enfin tout ce qui est acteur qui produisent des données sur lesquelles vous avez besoin de faire de la comptabilité analytique. C'est-à-dire vous ne contentez pas seulement de véhiculer des données comptables, mais vous avez besoin, par exemple, de récupérer des kilowattheures, des mètres cubes, parce que vous devez affecter ça à votre patrimoine. Et donc, vous avez besoin d'avoir une intégration précise et fine des données à la fois comptables et des euros, hein, et puis des mètres cubes ou des kilowattheures ou autre chose, hein, mais c'est dans votre compta analytique. Souvent, quand vous gérez des biens, vous êtes appelé à être aussi un copropriétaire ou un propriétaire. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Enfin, là, je voulais donner à titre d'exemple les appels de fonds, parce que c'est un sujet qui est important pour un certain nombre de nos clients. Et puis, on a d'autres sujets sous le coude, comme le devoir de vigilance, ne pas payer des factures d'entreprise du bâtiment qui sont en train de déposer le bilan, des choses comme ça. Donc, le fait d'être très communautaire et très spécialisé dans ce domaine-là nous donne la possibilité de véhiculer des données qui sont vraiment liées à ce vertical et qui sont pertinentes pour ce vertical.
Donc, par ailleurs, cette plateforme, ce qu'elle apporte, je complète ce que dit Bruno, hein, il y a aussi une notion de piste d'audit fiable qui est mise en place avec les 3 éléments de la piste d'audit fiable, hein, vérifier l'identité de l'émetteur, bien sûr, puisqu'on va passer par l'annuaire du PPF, rendre intangibles ces données et les garder pendant 10 ans, et puis les rendre lisibles notamment par des êtres humains comme des commissaires aux comptes, des directeurs financiers, des contrôleurs du fisc. Pouvoir avoir un contrôle sur référentiel. Le but, nous, c'est qu'on va acheminer à des systèmes d'information comme par exemple celui de Xeliance ou d'autres, des données de qualité. Donc, on va pouvoir permettre de récupérer la liste des engagements, la liste des marchés, la liste des destinataires, et quand le fournisseur déposera sa facture, on pourra en temps réel lui dire non, là il y a une donnée que tu mets qui est pas bonne, le numéro d'engagement que tu as mis n'est pas bon, parce que donc on va pouvoir ainsi fournisseur par fournisseur avoir la possibilité d'acheminer une donnée de qualité. Et puis un point très important qui paye pas de mine mais qui est important, c'est ce qu'on appelle le Customer Success Manager. C'est le fait qu'on va accompagner nos clients dans leurs échanges avec leur écosystème, avec leurs fournisseurs, pour que tout se passe bien et que les gens soient fluides et qu'il y ait un vrai support, qui ait une garantie du succès de la gestion du changement. Je pense que Anaïs me dira pas le contraire. Il y a un facteur humain, gestion du changement, qui est très important sur ces projets-là. Et le fait que nous, on soit habitués à faire des webinars pour le fournisseur de telle société ou pour les fournisseurs de telle zone géographique, et qu'on ait un vrai support qui réponde, et on répond même à des gens dans le modèle économique qui nous payent pas, parce que notre modèle, c'est que les factures circulent au maximum. Donc, on va tout faire quand quelqu'un a un problème pour lui résoudre, pas parce qu'on est Mère Teresa, et pas parce qu'on a aussi une bonne conscience professionnelle, mais c'est parce que c'est directement notre intérêt que la donnée circule correctement entre le fournisseur et l'acheteur. Et je dirais, si je devais vous laisser une seule idée dans la tête, c'est que la solution, elle apporte de la valeur. Donc, oubliez 2 secondes la réglementation 2024 qui est là et qui l'État l'a mis en place pour lutter contre les 15 milliards d'euros de fraude à la TVA. Il l'a pas mis spécialement en place pour votre productivité. Néanmoins, ça va vous booster par rapport à la productivité, et vous pouvez le faire tout de suite. C'est-à-dire que si vous attendiez ultimement, vous pourriez attendre 2026 pour vous dire c'est bon, tout le monde y est, maintenant enfin je vais commencer à mettre quelque chose pour profiter de tout ça, au-delà de l'aspect coercitif de devoir donner les informations liées à la TVA pour que l'État puisse contrôler tout le monde, toutes les entreprises. Non, il y a le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être rentable, notamment dans le domaine de l'immobilier. Nous, notre plateforme, elle est opérationnelle là, tout de suite, maintenant. Quand on lance un nouveau client, il y a donc 10 000 fournisseurs accordés, tous dans l'immobilier. Donc, on arrive très rapidement à des taux de démat de 80%, sans même parler de compléments autres que la plateforme elle-même. Les fournisseurs déposent de la donnée dématérialisée exploitable directement à 80%. C'est opérationnel, et surtout par rapport à l'immobilier, c'est interopérable avec votre système d'information. Par exemple, si on fait aujourd'hui le webinar avec Xeliance, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est un acteur qui est quand même présent. Quand on parle de DocuWare, je vais pas citer pour pas froisser Bruno, ils ont certes des confrères, DocuWare, des concurrents sur le domaine de l'immobilier, mais c'est un acteur important. On est interopérable avec aussi les ERP, les Sopra, les Arion, d'autres acteurs divers et variés qu'on retrouve, parce comme on travaille que dans ce monde-là, on a fini par être interopérable avec les outils de GED, avec les outils de workflow, avec les ERP. Et ça a une vraie valeur, c'est que là, tout de suite maintenant, le système, la plateforme est opérationnelle, et en plus, on va jusqu'au bout de la valeur, elle se déverse, la donnée de qualité est intégrée complètement dans le système, et permet ainsi d'avoir une productivité complète. Il faut savoir qu'une facture en traitement papier, ça coûte 15 €. Il y a un consensus là-dessus. Quand vous mettez en place des solutions comme ça, vous aurez toujours quelques euros de masse salariale, parce qu'il y a toujours des conflits résiduels, même si on a amélioré la communication avec ses fournisseurs. Donc, il y a toujours des gens qui vont devoir
traiter et répondre à des questions, mais le fait d'automatiser et d'intégrer vos données dans votre système d'information de bout en bout, comme c'est déjà possible de le faire avec Fried, ça vous permet de gagner 10 euros sur les 15 euros dont je vous parlais. Voilà. Alors, on a balayé les sujets. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Peut-être on peut revenir un petit peu. Moi, j'ai pas suivi le chatter. Alors, je vais reprendre la main, Lionel, pour dans le chat, il y a eu effectivement plusieurs questions. Si ça vous va, je les énonce et puis comme cela, on se répartit ces questions, savoir qui est-ce qui veut y répondre. La première, est-ce qu'un PDP est aussi un OD ou doit-on avoir les deux? Alors moi je commencerai par on ne doit pas avoir les deux, c'est pas on doit, c'est un choix hein, aussi que vous avez. Et sur est-ce qu'un PDP est un OD? Eh bien, je laisse mes camarades répondre. Ouais, enfin, tu veux donner un complément, Bruno? Sinon, oui, un Oui, PDP joue le rôle d'OD. Hein, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et le fait d'être homologué par l'État, on est raccroché à l'annuaire, donc on peut effectivement faire des échanges directs entreprise à entreprise. Et puis il y a une robustesse malgré tout, le fait d'être ISO 27001, le fait d'être, ce qui n'empêche pas qu'un OD le soit aussi, hein, mais le fait d'être homologué par l'État, ça va nous obliger à être Secnum Cloud, à être ISO 27001, à être interopérable avec d'autres plateformes, hein, comme nous c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, on récupère les factures Avast de Erilia, donc le fournisseur de Erilia via une plateforme Ventia qui est donc on est déjà interopéré avec d'autres plateformes. Un OD lui va faire le job de faire le lien entre le PPF et le système d'information du client. Donc les deux sont possibles. Je pense que la question, certaines sociétés n'ont pas à se poser la question compte tenu de leur taille et de leurs enjeux. Celles qui ont à se poser la question ensuite se posent la question quelle est la valeur de la personne qui m'accompagne, que ce soit un OD ou un PDP. Je ne sais pas si Bruno, tu veux compléter. oui, j'allais dire la même chose que toi. En fait, nous, on a pris la décision de n'être que OD entre guillemets pour pouvoir s'interconnecter avec toutes les plateformes et y compris faciliter la transition la transmission pardon des documents via PPF directement lorsque les gens considèrent qu'ils ne doivent pas passer par un PDP. On a des clients qui nous le demandent, notamment ceux qui sont surtout dans la réception de factures et non pas dans l'émission de factures, où là ils se disent que ils peuvent automatiquement aller les chercher directement sur la PPF. Après, nous, notre rôle, il est de faciliter vraiment la transmission des informations d'un point A à un point B, et ce point B peut être une PDP, mais peut-être aussi directement la PPF. Donc, oui, très souvent, les PDP seront OD si elles ne le sont pas déjà. Mais nous, on a une plus-value dans la digitalisation du processus interne qui sera aussi permise grâce à nos outils et qui permettront à la fois la digitalisation et à la fois la mise en œuvre de la loi de finances 2020. Alors, on a d'autres questions. Le PDF-A sera-t-il toujours autorisé? Alors, on disait tout à l'heure, on a parlé de FactureX avec donc cette notion de PDF et avec ce document attaché hein, à ce PDF. Le PDF-A en lui-même ne sera plus autorisé. Ensuite, dans quel type d'outils sont conservés les documents de facturation pour l'archivage légal? Est-ce que coffre-fort numérique ou SAE? Alors là, je pense que la question peut avoir plusieurs réponses là-dessus. Ouais. Je vous laisse répondre. Ouais, alors Bruno, vas-y, réponds, puis après je complète, mais ou le contraire, comme tu veux. Vas-y. Non, mais en fait, ça répond pas aux mêmes normes et ça répond pas aux mêmes besoins. Mais un SAE, sa vocation à recevoir effectivement et d'archiver tous les documents. Un coffre-fort, c'est plus destiné à des personnes ou des entités qui vont déposer des documents, mais sans outil de recherche, sans avoir la possibilité de faire de la PAF, par exemple. C'est plus compliqué de faire de la PAF qu'avec un SAE où là, effectivement, on va enregistrer les documents et on va les archiver selon des obligations qui sont conformes au règlement auquel on répond avec notre SAE. C'est pas la même destination.
les gens confondent toujours le SAE et le coffre-fort, mais c'est vraiment pas la même fonction en fait. Mais dans les faits, on peut conserver les documents aussi bien dans un SAE que dans un coffre-fort, mais ça n'a pas les mêmes fonctions, ça n'a pas la même raison d'être. Dans un SAE, on va tracer tout ce qui est fait, on va interdire la modification des documents si on le souhaite, on va tracer ce qui est réalisé et surtout on va faire en sorte que les documents aient une vocation probatoire, c'est-à-dire qu'ils soient conservés dans le temps et qu'ils ne soient pas corrompus. Dans le coffre-fort, on va donner accès aux documents à des gens, on va filtrer les accès et les documents peuvent être vivants dans un dans un coffre-fort plus que dans un SAE, même si ils peuvent aussi l'être. Ok. Bon, pour compléter, en tant que PDP, nous, on est obligé de mettre en place une piste d'audit fiable, ce qu'on a fait depuis 2019, hein, quand on a lancé, donc c'est déjà le cas. Les données sont conservées pendant 10 ans avec ce que je vous disais, les 3 éléments d'une piste d'audit fiable: vérifier l'identité de l'émetteur, rendre intangible la facture, hein, plus personne ne peut y toucher, ni le fournisseur, ni nous, ni le client. Si quelqu'un s'est trompé, ben, il va faire comme dans la vraie vie, il va faire un avoir et une nouvelle facture. Et puis la rendre lisible pour voilà, pour un être humain. Après, on va alimenter d'autres systèmes et pour d'autres problématiques de certaines sociétés, bah, ça peut être intéressant de compléter effectivement par d'autres mécanismes avec lesquels on est d'ailleurs capable de se déverser, hein. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire ensemble avec Zeliance, quoi. Alors, comme autre question, je vais commencer la question. Il y a une question pour Xeliance et puis après, il y aura 2 questions qui seront pour Neovacom. Donc, je vais commencer par Xeliance. Quand vous dites que vous êtes OD, à partir de quel outil module? C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. On est intégrateur de DocuWare, premier intégrateur français, troisième intégrateur européen. On fait le processus de dématérialisation à partir des outils et des logiciels de DocuWare. Et DocuWare a 35 ans d'expérience dans la dématérialisation et la digitalisation des processus. Donc, il y a le côté dématérialisation des documents qui vont dans la loi de finances être un peu moins complexe puisqu'on va aller sur des formats pivot, FactorX notamment. Donc, il n'y aura plus besoin de sérialiser, de faire de la RADLAD, etc., ce qu'on fait actuellement, puisqu'on se basera sur les documents qui seront dans l'outil, dans le fichier compagnon de la FactorX, où on générera nous-mêmes de la FactorX à partir de PDF. Tous les processus et toute la digitalisation qu'on va apporter sera fait à partir de DocuWare. Alors, 2 questions maintenant pour Fritz. Est-ce que Fritz est déjà certifié PDP? La première. Et quel est le coût du PDP? D'accord. Alors pour la certification, l'homologation ne sera possible. On est tous candidats, enfin ceux qui veulent être candidats le sont. Après, je vous dis, la crédibilité d'un candidat dépend quand même. Vous pouvez vous renseigner sur où il en est de sa certification ISO 27001. S'il n'a pas commencé, ça va être un peu tard pour la commencer s'il l'a pas déjà. Vous pouvez lui poser des questions sur son architecture, qu'est-ce qu'il a fait comme choix Secnum Cloud, etc. Donc là, moi, je réponds à vos questions, mais on est très serein sur ce sujet, hein. Je suis pas, voilà. Et en fait, l'homologation, tout le monde sera homologué au premier semestre 2024. Il y aura pas au fil de l'eau des gens qui vont être homologués, des gens qui seront en avance, des gens qui seront homologués, pas homologués. Donc on peut pas. Si quelqu'un vous dit qu'il est certifié PDP, c'est juste un menteur ou quelqu'un qui est pas très compétent, quoi. Voilà. Pour la deuxième question sur le coût, hein, c'est ça. Alors le coût, comme vous imaginez, le coût d'un PDP, il faut qu'il ait une valeur, sinon voilà. Et son coût, il est différent suivant si c'est une facture entrante ou une facture sortante. Non, en facture sortante, nous on va avoir assez peu de traitement à faire, hein. Comme disait Bruno, bah, il va par exemple nous générer du FactureX ou quelque chose va nous générer du FactureX et puis on va le prendre et le diffuser. Déjà maintenant, c'est ce qu'on fait, on le diffuse sur Chorus, on le diffuse sur nos abonnés Fritz, on le diffuse sur des abonnés d'autres plateformes. On peut l'envoyer par mail là, actuellement. Là. Demain, ça sera géré par l'annuaire, on le diffusera comme ça. Donc le coût est moindre sur les factures sortantes et il est plus important sur les factures entrantes parce qu'on a plus de valeur. Comme je vous le disais, certaines factures, d'ailleurs il y a certains
flux comptables qui ne passent pas par le PPF dans le monde de l'immobilier. Il y a des flux qui passent, mais sur lesquels on effectue des contrôles. Je vous avais parlé du contrôle sur référentiel. L'important, c'est que vous ayez une donnée compatible avec votre système d'information la plus propre possible. Donc, on fait des traitements comme ça qui améliorent les choses. Donc, c'est un peu plus cher. Voilà, je vous disais, une facture, ça coûte 15 € au coût de traitement. On récupère allègrement une dizaine d'euros quand on passe par une PDP, et les coûts, c'est quelques centimes pour une facture sortante et quelques dizaines de centimes pour une facture entrante, les ordres de grandeur. Une autre question pour toi, Lionel. Fritz sera-t-il capable de gérer les situations avec RG ou caution? Alors, les retenues de garantie, les cautions, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a un outil de circulation de l'information comptable de façon numérique, qui n'est pas un outil métier qui va gérer les pénalités, les retenues de garantie. On va pas aider le chargé d'opération à prendre sa décision en disant, une fois que l'archi a validé sa facture, est-ce que je la paye ou est-ce que je la paye pas? Là, c'est un outil de circulation de la donnée comptable numérique. Donc, quand ça va arriver, vous continuerez à avoir la question à vous poser par rapport à mon marché, à l'avancement de mon marché, etc. Est-ce que je paye pas? Voilà. Alors, c'est sous la pression de nos clubs utilisateurs, parce qu'en fait, le workflow situation de travaux n'a pas été on va dire, à notre initiative. Il a été à l'initiative de nos clients Frieds. Donc, on l'a spécifié un peu sous leurs instructions. On va faire évoluer cet outil vers certains contrôles métiers supplémentaires. Mais dans les médias, nos clients sont déjà bien contents d'avoir un outil qui permet de tracer, de vérifier que l'archi, ça fait pas 10 jours qu'il a reçu une situation et qu'il l'a pas traitée. On peut mettre des alarmes, etc. Ça permet de voir ce qui se passe, de relancer et d'avoir une visibilité sur cette circulation de documents comptables qui ne sont pas encore des factures jusqu'à ce que au final quelqu'un chez le maître d'ouvrage la valide. Alors, a priori, nous n'avons là plus de questions. On va laisser quelques minutes quand même, possibilité d'en poser d'autres. Voilà, après, dans votre création de valeur, vous avez l'opportunité de créer de la valeur, peut-être ce que vous n'avez pas fait parce que pour vous, ces sujets-là, c'est du back-office, c'est de la compta, c'est de la DAF, vous aviez des objectifs métiers, je sais pas, je dois gérer des gens qui vivent dans des logements, je dois gérer la construction de nouveaux bâtiments, je suis property manager, comment je prends des nouvelles parts de marché. Donc, on peut comprendre que ça, pendant longtemps, vous avez peut-être été à la traîne sur ces sujets. Là, vous avez une vraie opportunité de créer de la valeur parce que tout le monde va s'y mettre. Vous pouvez le faire là tout de suite maintenant, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, c'est important. Enfin, moi, je trouve que la trilogie, quelqu'un qui vous aide à poser, à auditer, quelqu'un qui a des solutions métiers proches de votre système d'information comme Xeliance, et quelqu'un qui fait la circulation d'une information propre et fluide et qui a un bel outil de communication avec votre écosystème fournisseur, vous avez quelque chose là sous le coude qui est possible de mettre en place, tout en profitant. Voilà, il y a un compelling event, au 1er juillet 2024, vous devez vous mettre en ordre de bataille, mais tous, quelle que soit votre taille, vous n'avez pas le droit de ne pas accepter une facture au format dématérialisé. Et ça ne sera pas des mails que vous allez voir, ce ne sera pas une boîte mail que vous allez mettre en place. Donc voilà, profitez de ça pour créer de la valeur. Et justement, on va dire qu'il y a une question qui vient. Il y a deux questions. La première, Fritz s'occupe aussi des e-reporting, donc je me permets de dire oui. Oui, bien À sûr. ta place, Merci, mais oui. Évidemment, c'est un sujet très important, c'est clair. Ouais. Et voilà. Et deuxième question, est-ce que chacun d'entre vous a une offre spécifique pour les TPE en vue de 2026? Pour notre Alors, part, oui. Oui. On a une offre spécifique pour les TPE avec ce qu'on appelle des offres packagées. Absolument. Ok. Nous, de notre côté, on traite surtout les
TPE parce que on n'a pas l'ambition de capter 10 millions de TPE en France. C'est plutôt qu'on a 10 000 fournisseurs qui sont branchés sur la plateforme Freeds. Donc une partie sont des gros acteurs. Il y en a une centaine, ils nous déversent automatiquement les données avec de la donnée additionnelle parfois. Et puis les autres, certains sont des TPE et on les traite parce que on les bichonne pour qu'ils soient bien dans notre écosystème. Et du coup, oui, on les traite aussi, même si je vous dis, on n'a pas l'ambition de faire des 4x3 ou de faire des encarts publicitaires sur une chaîne de télévision. Mais notre écosystème, on va tout faire pour qu'il reste avec nous, y compris les TPE qui font partie de nos fournisseurs qui sont déjà branchés sur Freeds. Nous pourrons bien sûr accompagner les TPE également sur le sujet, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai une dernière question. Alors, peut-être que vous comprendrez mieux que moi, parce que je ne suis pas sûre. Bonjour, est-ce que la structure SCCV sera bien considérée TPE? Et du coup, quelle est la structure SCCV? Société civile, je ne sais pas. Si la personne peut préciser Oui. si c'est relié à une SCPI ou après, c'est vraiment l'éligibilité des sociétés, c'est vraiment lié à la TVA, quoi. Si vous payez de la TVA, si ça génère du paiement de TVA, à ce moment-là, ça doit remonter. Je sais que dans l'immobilier, par exemple, quand vous êtes l'entité qui est propriétaire, si c'est une personne morale, ça dépend. Si elle ne remonte pas de TVA ou s'il n'y a pas d'impact sur la TVA, les associations loi 1901 sont pas concernées ou voilà voilà. Je suis un peu sec là pour la réponse. Oui, moi ce que aussi. c'est CCV. Désolée. Voilà. Et la même personne nous pose la question suivante. Est-ce que les factures intra-entités groupe sont éligibles? Ah oui, d'accord, la personne a complété en disant structure de société pour une opération immobilière. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, et pour les intragroupes, c'est pareil, c'est si il y a un impact sur la TVA, oui, vous devrez les faire transiter. En fait, c'est une grosse opération de flicage, hein, cette réglementation 2024. Le flicage a été commencé en 2017 avec les acheteurs de la sphère publique, et là maintenant on l'étend au niveau domestique, au niveau B2C, donc des entreprises françaises. Et peut-être qu'un jour ça ira au niveau européen. Hein, et après, et on verra bien ce qui se passe si un jour c'est prévu le reste de la 2028. planète suit. Ouais, voilà, il y a déjà des choses qui sont dans les cartons, hein, Anaïs. J'espère qu'on a répondu aux questions de la personne du coup qui nous a Après, posé cette dernière si on question. n'est pas assez pointu, les gens peuvent reprendre contact avec nous. On n'est pas. Moi, je prétends pas être un génie et tout savoir. Je m'appuie. Je m'appuie On a sur des des gens équipes. qui sont sans cesse en contact avec l'AIFE, la DGFIP, les gens qui font le parcours d'homologation, ils sont très pointus. Donc, je pourrais répondre plus précisément si les gens le souhaitent à des questions un peu plus pointues, quoi. Tout à fait. Puis je pense que du coup, nous atteignons midi. Donc, nous sommes sur la fin de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, je pense qu'on va On va souhaiter vous un bon remercier. appétit à tout le monde. Vous souhaiter un bon appétit. Et puis, comme vient de le dire Lionel, nous sommes tous les trois disponibles pour répondre à vos questions. À la suite de ce webinaire, vous allez avoir accès à cet enregistrement si vous avez besoin d'y revenir. Et puis, vous aurez nos contacts également. Donc, si vous avez besoin de prendre contact et qu'on réponde à vos questions, eh bien, on le fera avec grand plaisir, tous les trois. Je ne sais pas si vous avez, messieurs, des choses à rajouter. Non, merci à tous. Remercier les participants et puis vous souhaiter une bonne fin de journée. Également, oui, une bonne fin de journée et un bon appétit. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt.